Bonjour! Dans cette vidéo-ci, on va parler de la lumière et plus particulièrement comment se comporte la lumière, surtout lorsqu'elle entre en contact avec un obstacle. Et ce que l'on va voir dans cette vidéo-ci, ça va être très important puisqu'on va faire le lien avec la physiologie et le fonctionnement de nos yeux. Donc, savoir comment la lumière se comporte, ça va nous aider à mieux comprendre comment fonctionne notre œil et comment est-ce que la lumière peut éventuellement se transmettre en influx nerveux jusqu'à notre cerveau. Donc, on se souvient, la lumière, c'est une onde électromagnétique, c'est-à-dire que c'est une onde qui va être capable de se propager dans le vide, mais aussi dans de la matière. Et c'est une onde qui transporte beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui va se passer quand cette onde lumineuse-là va entrer en contact avec un obstacle? Bien, pour vous expliquer comment ça fonctionne, on va se faire un exemple avec un verre d'eau et une tige de bois. Donc, vous avez ici un verre rempli d'eau et j'ai mis dans mon verre d'eau une espèce de petite tige en bois. Donc, la lumière qui parvient jusqu'au verre d'eau, elle va avoir trois comportements différents. Donc, la lumière, c'est une onde, ça se promène en ligne droite et là, boum, elle rencontre un obstacle sur son passage, elle va réagir de trois façons. Une partie de la lumière va tout simplement être absorbée par l'obstacle. Une autre partie de la lumière va être réfléchie. Réfléchie, c'est associé à la réflexion. Ça veut dire que le rayon lumineux va frapper votre verre d'eau et va ensuite revenir sur ses pas. Donc, pouf, et revient sur ses pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Le dernier comportement que la lumière va avoir, c'est ce qu'on appelle la réfraction. C'est-à-dire que votre rayon lumineux va arriver ici et il va être dévié. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Et une façon d'observer la réfraction, c'est ça ici. Quand vous mettez n'importe quel objet dans un verre d'eau, comme ça ici, moi j'ai mis une tige de bois, je la regarde et j'ai l'impression qu'elle est cassée. J'ai l'impression que une partie de la tige de bois est cassée. Et donc, je vois comme si c'était un petit peu déformé. Vous pouvez essayer à la maison avec une paille, n'importe quoi que vous mettez dans l'eau, un liquide qui est transparent, vous allez observer ce phénomène-là. Ça s'appelle de la réfraction. Donc, les trois comportements de la lumière qui va rencontrer un obstacle sur son passage sont illustrés avec l'image suivante. Donc, une partie de la lumière va être absorbée. Donc, on voit ici le rayon lumineux représenté en vert. Une partie va être absorbée par la bouteille et par l'eau. Une autre partie de la lumière va être réfléchie, donc le rayon lumineux va frapper la bouteille et va tout simplement revenir sur ses pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la réflexion. Et finalement, une partie de la lumière va être déviée. Donc, on dit ici qu'une partie de la lumière va être transmise. En fait, c'est que le rayon lumineux va réussir à passer à travers l'obstacle, mais voyez-vous que le rayon continue pas en ligne droite. Il frappe la bouteille et il est un petit peu dévié de sa trajectoire. Ça, c'est ce qu'on appelle la réfraction et c'est ce qui fait que lorsque vous regardez un objet qui est dans un verre d'eau et qui dépasse à l'air libre, vous avez l'impression que cet objet-là est cassé, comme une paille que vous mettez dans un verre d'eau, par exemple. Donc, on va passer en revue ces trois comportements-là de la matière et il faut garder en tête que chacun de ces comportements-là survient à un moment ou à un autre au niveau de la physiologie de notre œil et c'est ce qui nous permet de voir, on parlera de ça dans un prochain vidéo. Donc, le premier comportement de la lumière, c'est la réflexion. Donc, imaginez que vous vous regardez dans un miroir, ça c'est ce qu'on appelle de la réflexion. Donc, les rayons lumineux vont rebondir sur un obstacle, ils vont toucher l'obstacle et vont revenir sur leurs pas. Ça, c'est ce qui s'appelle la réflexion. La réflexion, il y a plusieurs mots de vocabulaire associés à cela que vous devez connaître. Donc, vous avez un exemple ici. Vous avez en vert la surface réfléchissante, donc ça pourrait être un miroir, ça pourrait être une surface en verre, ça pourrait être une fenêtre, ça pourrait être une bouteille d'eau, etc., juste une surface réfléchissante. Le rayon lumineux qui va frapper cette surface réfléchissante-là, on l'appelle le rayon incident. Le rayon qui rebondit de la surface réfléchissante, on l'appelle le rayon réfléchi. Donc, rayon incident frappe la surface et le rayon réfléchi, c'est celui qui rebondit. Et voyez-vous, dans le schéma ici, j'ai tracé en pointillé une autre droite. Cette droite-là, on l'appelle la normale.
C'est une droite qui est perpendiculaire à la surface réfléchissante et qui va nous permettre de déterminer le rayon réfléchi va s'en aller dans quelle direction. Donc, la normale, je vous le rappelle, c'est une droite qui est perpendiculaire, donc qui fait un angle de 90 degrés avec la surface réfléchissante. Voyez-vous, ici, j'ai tracé sur mon dessin deux angles. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle l'angle d'incidence et ici, c'est l'angle de réflexion. Donc, l'angle d'incidence, c'est l'angle formé par le rayon incident et la normale. Donc, le rayon incident, je vous rappelle, c'est le rayon qui frappe la surface et la normale, c'est la droite qui est perpendiculaire à la surface. Donc, cet angle-là, on appelle ça l'angle d'incidence. L'angle de réflexion, c'est l'angle avec lequel le rayon réfléchi va rebondir de la surface. Et si on veut le mesurer, ben c'est tout simplement l'angle formé par le rayon réfléchi et la normale à nouveau. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que l'angle d'incidence et l'angle de réflexion ont exactement la même valeur. Ils sont isométriques, ils ont le même degré. Donc, par exemple, si mon angle d'incidence sur mon schéma présentement était de, je ne sais pas, 30 degrés, eh bien, l'angle de réflexion serait aussi de 30 degrés. Donc ça nous permet en quelque sorte d'être capable de déterminer la trajectoire de votre rayon réfléchi, sachant comment est-ce que le rayon incident va frapper la surface de votre miroir. Donc, avec la réflexion, on est capable d'émettre deux lois. La première loi nous dit que le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont tous les trois situés dans le même plan, c'est-à-dire qu'ils sont tous les trois à l'horizontale ou tous les trois à la verticale. Donc, on parle ici d'un 2 dimensions et non pas d'un 3 dimensions. La deuxième loi, c'est ce que je viens de vous dire il y a quelques secondes, l'angle de réflexion va toujours être égal à l'angle d'incidence. Donc ça, c'est deux lois très importantes, surtout la deuxième qu'il faut retenir, ça va être utile pour faire les dessins de réflexion. Petit mot de vocabulaire à nouveau, miroir plan. Donc nous, ce qu'on voit en troisième secondaire, c'est des réflexions dans des miroirs plans. Vous allez voir en secondaire 5, vous allez utiliser des miroirs concaves ou des miroirs convexes. Ça, c'est des miroirs qui sont un peu courbés. Un miroir plan, nous, c'est un miroir dont la surface, elle est droite, tout simplement. Donc, dans les dessins que vous avez ici, à gauche, vous avez un miroir plan, c'est-à-dire un miroir qui est droit, comme tout simplement, là, il est en ligne droite, il est droit, c'est tout. Dans l'image à droite, c'est pas vraiment un miroir, en fait, c'est une boule de Noël et on voit ma réflexion dans la boule. La boule de Noël, elle est pas droite, elle est courbée, donc ça ne serait pas un miroir plan. Ça serait un autre type de miroir. Mais nous, on s'attarde vraiment juste aux miroirs qui sont plans, c'est-à-dire les miroirs dont la surface n'est pas courbée. Le symbole pour le miroir plan, c'est ce que vous observez ici. Donc, c'est tout simplement une ligne droite avec des petites lignes en diagonale comme ça ici. Quand vous voyez ce symbole-là, ça veut dire qu'on est en présence d'un miroir plan, un miroir dont la surface n'est pas courbée. Rebonjour, en direct de ma salle de bain. Alors, c'est le seul endroit où j'ai un miroir dans mon appartement, donc désolé pour l'état de la salle de bain. Alors, quand vous vous regardez dans un miroir, vous voyez votre réflexion. La réflexion que vous voyez, ça porte un nom. On appelle ça l'image virtuelle. Virtuelle parce que c'est une image qui n'existe pas vraiment, en fait. Il n'y a personne derrière le miroir. C'est mon œil qui interprète ça de cette façon-là, ou plutôt mon cerveau. Donc, vous voyez, ici, je suis en train de me filmer dans mon miroir de salle de bain. Donc, ce que vous voyez tout droit, c'est ma réflexion dans le miroir. C'est une image virtuelle. Ce que je vous montre à l'écran, c'est l'image virtuelle. Donc, c'est ma réflexion dans mon miroir de salle de bain. Et l'image virtuelle, ce qu'elle a de particulier, c'est qu'elle est à peu près, elle semble être à la même distance du miroir que moi-même. Donc, par exemple, si moi, je suis placée à 1 mètre du miroir, eh bien, l'image virtuelle dans le miroir semble aussi être placée à 1 mètre de distance. Donc, l'image virtuelle va avoir la même distance par rapport au miroir. Et autre fait important, l'image virtuelle, elle est inversée
par rapport à l'image réelle qui est moi-même. Donc, si par exemple, je lève la main droite sans échapper mon iPad, dans le miroir, on a l'impression que la personne, elle est en train de lever la main gauche. Donc, l'image, elle est inversée par rapport à ce que moi, je suis en train d'observer par rapport à l'image réelle. Donc, c'est ce qu'on appelle l'image virtuelle. Donc, qu'est-ce que vous devez être en mesure de faire par rapport à la réflexion? Vous devez être capable de tracer l'image virtuelle obtenue avec un miroir plan et vous devez être capable de tracer les rayons lumineux réfléchis par le miroir à partir de l'image virtuelle. Pour être capable de faire ça, dans le meilleur des mondes, ça vous prend votre kit de géométrie, c'est-à-dire que ça vous prend au minimum une règle et un rapporteur d'angle. Si vous avez un compas, ça peut être aussi pratique. C'est pas nécessaire parce qu'on est quand même capable de s'en sortir sans compas, mais une règle et un rapporteur d'angle sont le minimum. Donc, dans votre cahier de notes, vous avez une image comme ça ici qui vous explique quelles sont les étapes à suivre pour tracer l'image virtuelle. Donc ici, vous avez une image qui est une petite maison avec les sommets A, B, C, D, E. Vous avez le miroir plan qui est ici et on vous demande de tracer l'image virtuelle. Donc, qu'est-ce que l'on voit dans la réflexion du miroir? Moi, je n'ai pas mes instruments de géométrie avec moi malheureusement, donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur la page Power School Learning du cours de sciences de secondaire 3. Madame Henry avait fait, il y a quelques années, une vidéo qui expliquait comment tracer les rayons lumineux, comment faire ce genre de problème-là. Donc, je vous conseille d'aller voir ce petit vidéo-là et si vous avez des questions, de me revenir par la suite à ce sujet-là. Même chose pour cet exercice-là ici, où on vous demande de tracer les rayons lumineux. Donc ça, c'est la personne qui regarde. Vous avez le crayon, vous avez un miroir et vous avez l'image virtuelle du crayon ici. On vous demande de tracer les rayons lumineux pour que votre œil soit en mesure de voir l'image virtuelle dans le miroir. Donc encore une fois, je vous invite à aller consulter le petit tutoriel qui est disponible sur la page Power School Learning du cours de sciences. Madame Henry a fait un petit vidéo qui expliquait le tout. Le deuxième comportement que l'on peut observer pour la lumière, c'est la réfraction. Donc, je vous parlais tantôt d'une paille qu'on mettait dans un verre d'eau et on avait l'impression que la paille était cassée. Là, vous l'observez dans l'image ici. Donc, la réfraction, c'est un phénomène par lequel les rayons vont être déviés quand ils passent d'un milieu à un autre. Et cette déviation des rayons lumineux-là, elle est due au fait que lorsque la lumière passe d'un milieu à l'autre, les milieux n'auront pas nécessairement la même masse volumique. Donc, la masse volumique a un rôle à jouer dans la déviation du rayon lumineux, à quel point celui-ci va être dévié. Donc, quelques mots de vocabulaire, encore une fois. Les milieux qui sont capables de faire dévier les rayons lumineux, on appelle ça des milieux réfringents. Donc, c'est des milieux dans lesquels, par exemple, le rayon lumineux est dans l'air et lorsqu'il va passer dans ce milieu réfringent-là, il va changer de direction, il va être dévié. Donc, il faut que ça soit quand même un milieu qui est transparent, translucide pour permettre aux rayons lumineux de passer. Si le milieu est trop opaque, le rayon lumineux ne sera pas capable de passer. Donc, on parle ici de l'eau, du verre, du plastique, du diamant, hein, de l'huile, je pourrais vous dire du jus de pomme aussi, etc., etc. Donc, tout ça, ce sont des milieux réfringents qui ont donc la capacité de faire dévier des rayons lumineux quand ils passent de l'air vers ce nouveau milieu-là. La lumière va dévier quand elle passe d'un milieu à l'autre parce qu'elle change de vitesse. Et pourquoi est-ce qu'elle va changer de vitesse? C'est parce que la masse volumique change. Donc, les milieux qui ont une grosse masse volumique, qui ont une masse volumique plus élevée que l'air, par exemple, eh bien, la lumière va ralentir, elle va se propager un peu moins vite. Et si elle se propage moins vite, elle va nécessairement changer de direction. Donc, vous avez ici l'image d'un aquarium. Vous avez quelqu'un ici qui regarde une espèce on pourrait dire une pièce de monnaie ou une roche qui est au fond de l'aquarium. Cette personne-là regarde et ce qu'elle voit en réalité, c'est ça. La position de l'objet serait supposée être là. Mais la position réelle de l'objet, elle est ici. Donc, le rayon lumineux, quand il est sorti de l'eau,
à la place de continuer son chemin en ligne droite, il a été dévié. Et c'est pour ça que l'observateur a l'impression que l'objet n'est pas situé là où il devrait être. Si vous avez un aquarium à la maison, vous pouvez tester ça. Là. Quand vous regardez les objets de l'extérieur, selon où vous vous trouvez autour de l'aquarium, des fois, vous avez l'impression que l'objet est à une certaine position, mais en réalité, c'est pas sa position réelle. Fait que je vous invite à tester avec un aquarium. Donc, comment ça fonctionne la réfraction? Donc, encore une fois, on a ce qu'on appelle le rayon incident, qui est le rayon lumineux qui va frapper ce nouveau milieu-là. C'est ce rayon lumineux qui frappe le nouveau milieu. Donc, il arrive comme ça ici. On a toujours la normale qui est perpendiculaire à la surface du milieu. Et le rayon qui est dévié, on ne l'appelle pas le rayon réfléchi comme pour la réflexion, mais on va l'appeler plutôt le rayon réfracté. Donc, ce que vous avez ici, c'est un exemple entre l'air et le verre. Donc, en blanc, c'est un milieu, c'est de l'air. Et ici, hachuré, c'est un milieu fait de verre. Donc, on voit que le rayon incident, le rayon lumineux arrive. Et là, il se ramasse dans un milieu dont la masse volumique est plus élevée. Le verre a une masse volumique plus élevée que l'air. Donc, votre rayon lumineux va ralentir. Et s'il ralentit, il va être dévié un petit peu vers la normale, comme c'est le cas ici. Donc, la normale, elle est ici. On voit que le rayon lumineux ne s'éloigne pas de la normale, mais plutôt se rapproche de la normale. Donc, c'est ce qu'on observe quand on passe d'un milieu d'une masse volumique quelconque à un milieu dont la masse volumique, elle est plus grande. Donc, quelques mots de vocabulaire que vous pouvez noter dans vos notes. C'est un peu le même principe que pour la réflexion. Donc, le rayon incident, c'est le rayon qui frappe le milieu réfringent. L'angle d'incidence, c'est en rouge ici sur le dessin. Donc, c'est l'angle formé par le rayon incident et la normale. La normale, c'est toujours la droite perpendiculaire au milieu. L'angle de réfraction, c'est l'angle bleu. Donc, l'angle avec lequel le rayon réfracté va être dévié. Et le rayon réfracté, c'est le rayon qui va être dévié quand il frappe le milieu réfringent. Donc, quelques petits mots de vocabulaire à bien connaître. Donc, ça, c'est ce que je vous expliquais tantôt. Quand la lumière passe d'un milieu à un autre milieu qui a une masse volumique plus élevée, elle va toujours dévier, ce rayon lumineux-là, va toujours dévier vers la normale. C'est ce qu'on observe ici. C'est le même exemple que tantôt, sauf qu'ici, on part de l'air vers l'eau. Et l'eau, encore une fois, a une masse volumique plus grande que l'air. Donc, on voit que le rayon lumineux, parce qu'il s'en va dans un milieu où la masse volumique est plus grande, va se rapprocher de la normale. C'est comme si on appuyait dessus le rayon lumineux et qu'il descende vers la normale, il descende vers le bas. Et quand c'est le contraire, comme ici, on passe de l'eau à l'air, donc on passe d'un milieu avec une certaine masse volumique vers un milieu qui a une masse volumique plus petite, à ce moment-là, le rayon lumineux va s'éloigner de la normale. C'est ce qu'on observe ici. Donc, le pointillé, c'est s'il avait continué sa route en ligne droite, mais à cause de ce changement de milieu-là, on voit que le rayon veut s'éloigner de la normale comme ça ici. Le dernier comportement de la lumière, c'est l'absorption. Donc, il y a une partie des rayons lumineux qui sont absorbés par l'obstacle. Et vous savez que c'est relié à la couleur à laquelle on perçoit les objets. Donc, par exemple, ici, j'ai un tube de peinture rouge. Si le tube m'apparaît rouge, c'est parce que le tube est en train d'absorber toutes les couleurs, sauf le rouge. En fait, il est en train d'absorber toutes les longueurs d'onde de la lumière, sauf la longueur d'onde, qui équivaut au rouge, qui, elle, va être réfléchie, va être perçue par l'œil humain, et nous, on va voir ça sous la forme du rouge. Si on regarde un autre tube de peinture, ici, j'ai du turquoise, si on veut. Donc, encore une fois, la lumière, quand elle va frapper mon tube de peinture, il y a une partie des rayons qui vont être absorbés par ce tube-là. Toutes les longueurs d'onde de la lumière vont être absorbées, sauf la longueur d'onde qui correspond à la couleur turquoise, qui, elle, va être réfléchie et perçue par l'œil humain. Et c'est pour ça que le tube de peinture m'apparaît turquoise. Si jamais les rayons lumineux sont tous absorbés, eh bien, ça va vous donner la couleur noire, comme ça ici. Donc, un objet qui vous paraît noir, c'est parce que toutes les longueurs d'onde de la lumière visible sont absorbées par l'objet. Et si un objet vous paraît blanc,
comme ça ici, eh bien, c'est le contraire. Il n'y a aucune couleur qui s'est absorbée, aucune longueur d'onde liée aux couleurs qui est absorbée. Tout ça est réfléchi et c'est pour ça que nous, on perçoit la couleur blanche. Fait que tous les rayons lumineux ensemble, ça forme du blanc. Quand tous les rayons lumineux sont absorbés, ça forme du noir. Donc, c'est ce qui met fin aux petites vidéos. Prochaine vidéo, on va commencer à parler de biologie. Donc, on va parler de l'anatomie de l'œil et surtout, très important, de la physiologie de l'œil, comment l'œil fonctionne, pourquoi est-ce que certaines personnes comme moi sont obligées de porter des lunettes pour bien voir et que d'autres n'ont pas besoin d'en porter. Donc, c'est dans la prochaine vidéo.